Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait, à son âge, apprendre la vénerie. Et il alla chercher un vieux cahier d'écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l'art de dresser les chiens et d'affêter les faucons, de entendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leur voix, de quelle manière on les lance, où se trouve ordinairement leur refuge, quels sont les vents les plus propices, avec l'énumération des cris et des règles de la curée. Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute. D'abord on y distinguait 24 lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s'emporter, puis 17 couples de chiens bretons, tiquetés de blanc sur fond rouge, inébranlables dans leurs créances, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l'attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait 40 griffons poilus comme des ours, des mâtins de Tartarie presque aussi hauts que des ânes couleur de feu, l'échine large et le jarret droit étaient destinés à poursuivre les aurochs, la robe noire des épagnols luisait comme du satin, le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs, et dans une cour à part grondaient, en secouant leurs chaînes et roulant leurs prunelles, 8 dogues à l'un, bêtes formidables qui sautent au ventre des cavaliers et n'ont pas peur des lions. Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de bière et portaient un nom sonore. La fauconnerie peut-être dépassait la meute. Le bon seigneur, à force d'argent, s'était procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfauts d'Allemagne et des faucons pèlerins capturés sur les falaises au bord des mers froides en de lointains pays. Ils logeaient dans un hangar couvert de chaume et attachés par rang de taille sur le perchoir, avaient devant eux une motte de gazon où de temps à autre on les posait afin de les dégourdir. Des bourses, des hameçons, des chausses-trappes, toutes sortes d'engins furent confectionnés. Souvent on menait dans la campagne des chiens d'oiselles qui tombaient bien vite en arrêt. Alors les piqueurs, s'avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leurs corps impassibles un immense filet. Un commandement les faisait aboyer, des cailles s'envolaient, et les dames des alentours, conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, pour débûcher les lièvres, on battait du tambour. Des renards tombaient dans les fossés, ou bien un ressort se débandant attrapait un loup par le pied. Mais Julien méprisa ces commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaret de City, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache, des grelots d'or tremblaient à ses pieds bleus, et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup, la bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche, et l'on voyait 2 taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre, en déchirant quelque oiseau, et revenait se poser sur le gantelet, les 2 ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ces chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois, et quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement, puis se délectait à la furie des mâtins qui le dévoraient, coupés en pièces sur sa fourche fumante. Les jours de brume, il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres et les albrancs. 3 écuyers dès l'aube l'attendaient au bas du perron, et le vieux moine, se penchant à sa lucarne,
avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages. S'il était fatigué, se reposait sous un chêne et il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux et sentant l'odeur des bêtes farouches. Il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec les pieux, et même une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre des loups qui rongeaient des cadavres au pied d'un gibet. Un matin d'hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l'épaule et un trousseau de flèches à l'arçon de sa selle. Son genet danois, suivi de 2 bassets, en marchant d'un pas égal, faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau. Une brise violente soufflait. Un côté de l'horizon s'éclaircit, et dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillant au bord de leur terrier. Les 2 bassets tout de suite se précipitèrent sur eux, et çà et là, vivement, leur brisaient les chines. Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d'une branche, un coq de bruyère, engourdi par le froid, dormait la tête sous l'aile. Julien, d'un revers d'épée, lui faucha les 2 pattes et, sans le ramasser, continua sa route. 3 heures après, il se trouva sur la pointe d'une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. Devant lui, un rocher pareil à un long mur s'abaissait en surplombant un précipice, et à l'extrémité, 2 boucs sauvages regardaient l'abîme. Comme il n'avait pas ses flèches, car son cheval était resté en arrière, il imagina de descendre jusqu'à eux. À demi courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs et lui enfonça un poignard sous les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s'élança pour le frapper et, glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l'autre, la face au-dessus de l'abîme et les 2 bras écartés. Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues volant très bas de temps à autre passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet et n'en manqua pas une. Cependant, l'air plus tiède avait fondu le givre, de larges vapeurs flottaient, et le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé qui ressemblait à du plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l'abattit, et il fut chagrin de ne pas pouvoir emporter la peau. Puis il s'avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leurs cimes comme un arc de triomphe à l'entrée d'une forêt. Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un daim parut dans un carrefour, un blaireau sortit d'un trou, un paon sur le gazon déploya sa queue, et quand il les eut tous oxy, d'autres chevreuils se présentèrent, d'autres daims, d'autres blaireaux, d'autres paons et des merles, des geais, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une infinité de bêtes, à chaque pas plus nombreuses. Elles tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de supplication. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer tour à tour, bandant son arbalète, dégainant l'épée, pointant du coutelas, et ne pensait à rien, n'avait souvenir de quoi que ce fût. Il était en chasse, dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, par le fait seul de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves. Un spectacle extraordinaire l'arrêta. Des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque, et, tassés les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leur haleine que l'on voyait fumer dans le brouillard. L'espoir d'un pareil carnage, pendant quelques minutes, le suffoqua de plaisir. Puis il descendit de cheval, retroussa ses manches
et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfonçures dans leur masse, des voix plaintives s'élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme des rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs, rendus furieux, se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres, et leurs corps, avec leurs ramures emmêlées, faisaient un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin ils moururent, couchés sur le sable, la bave aux naseaux, les entrailles sorties, et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis tout fut immobile. La nuit allait venir, et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son faon. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait 16 andouillés avec une barbe blanche.